اليوم نبدأ في سلسلة حوارات تخص السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وفضلنا اليوم أن نبدأ بإحدى الشخصيات الدبلوماسية وهي امرأة لنجانب الصواب فيما يخص عيد المرأة الذي سيصادف يوم 8 مارس من هذا الشهر. Aujourd'hui, on se trouve chez Madame l'ambassadeur de la République de Serbie à Rabat. Et notre choix, il ne vient pas comme ça, car on a choisi d'interviewer Madame l'ambassadeur pour deux sujets. Tout d'abord, l'ambassadeur de la Serbie n'est pas n'importe qui au Maroc, c'est une ambassadrice extraordinaire. Et en même temps, c'est une ambassadrice qui bouge assez bien au niveau des relations bilatérales marocains-serbiens. Et c'est une dame qui a fait depuis sa présence au Maroc beaucoup de progrès au niveau de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Serbie. Et notamment, il a participé à plusieurs activités politiques, sociales et culturelles, notamment l'ancienne exposition qui a été effectuée en 2014 au Maroc, qui a représenté à l'opinion nationale marocaine la présence des Serbes au moment de la Première Guerre mondiale au Maghreb arabe et notamment au Maroc. Madame l'ambassadrice Sadjina Parsia, vous êtes le bienvenu. C'est votre deuxième pays. Et notre présence aujourd'hui sollicite à répondre à plusieurs questions. Parmi ces questions, c'est des questions qui concernent les relations bilatérales entre le Maroc et la Serbie. Et bien sûr, de donner une idée assez différente que ce qui a été reconnu par l'opinion publique marocaine au niveau de la guerre, au moment de la guerre contre la Bosnie. Notre décision de faire des interviews avec quelques pays comme la Serbie vise à donner une vision très claire de la politique serbienne et de la vérité des choses qui ont été malheureusement montrées d'une manière, on peut dire, impulsive, car la Serbie représente un État qui cherche à solliciter la démocratie partout où il se présente. Et nous, c'est notre devoir de donner à l'opinion publique la version exacte des choses. Alors, notre première question se déroule sur votre évaluation à propos des relations bilatérales entre le Maroc et la Bulgarie. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier infiniment, au nom personnel, mais au nom de mes collègues de l'ambassade de la République de la Serbie à Rabat, au Royaume du Maroc, et au nom de la République de Serbie et ses citoyens qui sont toujours un peuple proche, un peuple ami aux Marocains, à travers notre longue histoire. Je suis au Maroc depuis 1 an et demi. Je me sens, comme vous venez de dire, comme chez moi. J'avais toujours un très fort intérêt pour ce pays, pour votre pays, depuis mes études et même l'enfance, surtout de l'époque après l'indépendance et des liens très forts entre la Yougoslavie et le Royaume du Maroc, qui étaient toujours couronnés par deux grands leaders de nos deux pays à l'époque. Ce sont Feu Sa Majesté Hassan II, un grand leader des pays non alignés, pays en développement, et le maréchal Tito qui a été président de la Yougoslavie. Aujourd'hui, on est là où on est, après des tragédies, des guerres qui se sont produites au Balkan et en Yougoslavie. Je suis là pour présenter la Serbie d'aujourd'hui, la Serbie, pays démocratique, pays qui développe ses relations avec tous ses voisins, avec toutes les organisations internationales, avec même les pays plus lointains et surtout avec les pays comme c'est le Maroc. Je sais que c'est une tâche difficile de changer une image d'un pays qui n'est pas justifié, pas seulement parce que je viens aujourd'hui à Rabat comme l'ambassadeur de la Serbie, mais parce que j'ai vécu les guerres dans l'ex-Yougoslavie. Les guerres qui se sont produites, bien sûr, sont la responsabilité des leaders nationalistes qui ont pris pouvoir pendant une période, mais aussi bien aidés et soutenus même par
ceux qui ont eu un grand intérêt que la grande Yougoslavie, un pays non aligné au cœur de l'Europe, n'existe plus. Le nom de la Yougoslavie veut dire pays de tous les Slaves du Sud. On était ensemble presque un siècle dans un État où il n'y avait pas ni la haine, ni la discrimination sur aucune base, ni religion, ni nation, ni les langues différentes. On s'aimait, et même si on ne s'aimait pas, on se respectait, on était respecté au monde. Je me demande, est-ce que ceux qui sont aujourd'hui devenus les pays indépendants et les peuples qui vivent dans leur propre État sont toujours contents avec ça qu'ils ont acquis. Mais ce n'est pas à moi de juger. Serbie est un pays qui a fait des grands efforts après les guerres et surtout après les bombardements de la Serbie pendant 3 mois, pendant soi-disant la guerre de Kosovo, qui n'était pas la guerre de Kosovo. Bombardement qui n'a jamais été décidé par seul organe mondial qui est par la charte de l'ONU responsable pour la sauvegarde de paix, et c'est le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, nous essayons de trouver nos chemins tous vers l'Union européenne, y compris la Serbie, et de développer nos relations avec tous les autres en paix et au profit de tout le monde. Cette ambassade, même cette maison où se trouve l'ambassade, connaît meilleur temps concernant les relations. Cette ambassade a été l'ambassade de l'ex-Yougoslavie qui a reconnu Maroc 3 mars 1957. On va fêter, j'espère, Inch'Allah, l'année prochaine, cet événement. Avant de venir ici, d'après nos procédures, ayant presque 30 ans de l'expérience diplomatique, mais dans les affaires multilatérales, je me suis préparée et j'étais très déçue d'un côté et très surpris aussi de l'autre côté. Surpris parce que nous avons beaucoup de similarités. Beaucoup de similarités quand il s'agit des grandes réformes dans les deux pays, dans tous les domaines. Des grands pas avant, dans le domaine juridique, s'il s'agit des droits de l'homme, s'il s'agit des réformes dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine fiscal ou dans le domaine de réforme même de sport. Et aussi beaucoup de similarités en tant que des pays en développement. Pourquoi j'étais déçue? J'étais déçue parce qu'on ne se connaît plus, on s'est perdu quelque part. Peut-être grâce aux conflits qui se sont produits dans le terrain de l'ex-Yougoslavie. Mais on ne connaît pas ni les marchés. Est-ce que, entre guillemets, Madame l'ambassadeur, on peut dire que la mauvaise médiatisation de ce conflit, elle a joué un rôle? Oui, j'ai remarqué depuis que je suis là que malheureusement la population du Maroc ou ne connaît pas du tout de quel pays il s'agit, à vrai dire. Donc, quand je dis Serbie, souvent on me demande est-ce qu'il fait trop froid, parce qu'ils pensent au Sibéria, qui est en Russie. Quand je dis c'est Serbie, Belgrade, ah, d'accord, Belgrade, ça veut dire quelque chose déjà, ça déclenche, si je dis l'ex-Yougoslavie, la première réaction, c'est la guerre en Bosnie. C'était une forte médiation négative et je veux dire pas juste et pas objective parce qu'il s'agissait d'un grand envie de présenter qu'un seul coupable, quelqu'un responsable. Mais je sais que les Marocains vont bien me comprendre. Pour l'amour, même pour tango,
il faut au moins deux, et pour la guerre. C'était une très difficile période pour tous les Yougoslaves. Les victimes de tous les côtés. Un mort, c'est un mort. Ça fait mal et c'est une douleur à une mère, même si elle est d'un ou de l'autre côté. Moi, personnellement, j'étais publiquement contre la guerre et contre toutes les guerres en plus. J'essaie de présenter mon pays, la Serbie d'aujourd'hui. J'essaie de donner tout le soutien pour développer nos relations, pour se connaître mieux, pour créer une base aussi bien juridique pour le développement des relations et des échanges, surtout économiques, dans le domaine d'échanges commerciaux aussi, parce que malheureusement, ça que j'ai constaté, que les échanges économiques sont au-dessus de symbolique même. C'est pas facile parce que le Maroc est devenu un pays en plein développement, un marché bien exigeant. Vos standards sont bien élevés, mais avec les autres pays de la région, on discute de se présenter ensemble au marché marocain. De l'autre côté, quand on parle d'une présence plus forte du Maroc, ce n'est pas seulement au marché de la Serbie, mais aussi au marché qui est beaucoup plus large et qui est toujours très lié, et ce sont les pays comme on dit souvent, de la part de l'Union européenne, de l'Europe sud-ouest. On est déjà en bonne route. En 2013, on a tenu la première commission mixte. On s'est mis d'accord sur 4 accords, conventions bilatéraux qui sont très importants et qui seront bientôt, j'espère, ratifiés de la part du Parlement marocain. On est en train aussi de renforcer nos contacts politiques qui sont si bien nécessaires, et nous espérons d'avoir la visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc à Belgrade dans le temps qui vient. C'est une année un peu difficile pour préparer les visites parce que, comme chez vous, chez nous aussi, il y aura des élections. En Serbie, ça va être en avril, qui est très bientôt. Au Maroc, Inch'Allah, en octobre. Mais ça ne pose pas de problème de travailler là-dessus. Aussi bien les relations entre nos deux parlements se sont renforcées par la visite, qui est d'ailleurs première visite, oui, et aussi par Madame la présidente du Parlement national de la Serbie, qui a été invitée par le président du Chambre des représentants, M. Talbi Alami. Et nous avons toujours répondu aux invitations du Parlement marocain, y compris la dernière de Chambre des conseillers, pour participer à un forum international interparlementaire sur un sujet très, très important pour nos deux pays en plus, c'est la justice sociale. Donc, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la culture, parce que pour que les gens se connaissent mieux, il faut qu'ils puissent voir pas seulement l'héritage historique et culturel, mais tout ce qui se passe aujourd'hui. On a des espaces énormes pour la coopération dans tous les domaines. On les présente de l'un et de l'autre côté, grâce aussi à la présence de l'ambassade du Maroc à Belgrade, et on travaille. Bon, vous savez, dans la diplomatie et dans l'histoire des pays, le temps passe vite et on n'a jamais assez de temps, mais pour les générations futures, comme c'était pour les générations anciennes, je suis sûre qu'ils vont donner sa contribution au développement des relations bilatérales. Vous savez, chère madame, ma deuxième question concernait exactement les échanges commerciaux entre le Maroc et la Serbie, mais vous l'avez répondu automatiquement. Je n'irai plus loin parce que ça va être un peu triste de savoir que... J'ai une question, une dame qui a vécu la guerre, et maintenant qui est ambassadrice extraordinaire au niveau du Maroc, la porte de l'Afrique du Nord,
un pays en voie de développement, important dans ses relations qui est bilatérale, qui date depuis Extant. Donc, est-ce que cette guerre, euh, on peut dire qu'il a été justifiée? Est-ce que cette guerre pour la Serbie, ça valait une nécessité de la faire, de se trouver là-dedans? Est-ce que cette guerre a rapporté quelque chose à la Serbie? Non, la Serbie n'a pas fait la guerre. La guerre s'est produite en Yougoslavie. Ce n'était pas la Serbie, ni l'agresseur, ni celle qui participait. D'ailleurs, vous savez, c'était dès le début très clair que les tensions au début politiques entre les plus grandes républiques de l'ex-Yougoslavie à l'époque, et c'était la Serbie d'un côté et la Croatie de l'autre, risquent de dépasser l'état ou le stade des tensions et de se transformer en une guerre en Bosnie. Bosnie, on l'appelait, on la voyait toujours comme la Yougoslavie en petit. La Yougoslavie qui a été composée par 6 républiques et 2 provinces autonomes, qui a été composée par plusieurs nations, aussi par plusieurs religions, plusieurs langues, a été représentée au cœur de son territoire en Bosnie de la façon qu'un tiers de la population était les Bosniaques musulmans, un tiers des chrétiens catholiques, croates, et un tiers étaient des Serbes chrétiens orthodoxes, mais qui ont toujours vécu ensemble. Et surtout, les communautés des Serbes et des musulmans étaient très liées. Même d'après le dernier recensement, 91, chaque 4e mariage était mixte entre les Serbes et les musulmans. En plus, ces derniers recensements, tous les ancêtres avaient des relations avec les autres. Ça que souvent les gens ne veulent pas savoir, c'est que tous sont les Slaves d'origine, aussi bien les chrétiens catholiques comme orthodoxes et les musulmans de chez nous. Comme vos Berbères. Vos Berbères ont accepté l'islam, une religion que je respecte beaucoup, au 7e siècle, par les arrivées des Arabes. Les gens de notre région, d'origine slave, des tribus slaves, qui sont venus dans ce territoire au 7e siècle et qui ont pris le christianisme, étaient les chrétiens jusqu'à l'arrivée de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui a conquéri les régions au 14e, 15e siècle, et certains ont accepté l'islam comme la religion. Et ça n'a jamais changé, ça n'a jamais produit la haine ou non plus été cause de guerre. On s'est respecté, chaque religion officiellement a été reconnue. Et ça que les gens oublient de nouveau, après toutes ces guerres, si vous comparez les statistiques concernant la population, seul État qui a resté vraiment multiethnique et où il n'y avait pas, comme ils appelaient à l'époque, purification ethnique, c'est la Serbie. La Serbie aujourd'hui est un État multiethnique où il y a une forte minorité nationale tout à fait reconnue avec tous les droits. Ce sont les musulmans et ils se trouvent dans certaines régions même en tant qu'une population majoritaire. Ils sont, comme je viens de dire, par la Constitution, par les lois pour la protection des minorités nationales, tout à fait même discriminés positivement. Et il y a des autres minorités qui vivent aussi, surtout dans la région du Nord, de Voïvodine. Leur langue, ils ont le droit de l'utiliser dans les occasions officielles. Ils ont aussi cette langue dans leur école. Bon, les différences entre les langues, à vrai dire, sont plutôt comme entre les dialectes, mais de toute façon, la langue de chaque minorité nationale est tout à fait respectée, aussi bien comme leur culture et leur religion.
On peut dire, Madame l'ambassadrice, qu'aujourd'hui, la Serbie, ou la nouvelle Serbie, est se repris et se recycler après la guerre pour donner Ouais. une nouvelle Oui, vision c'était pas facile, hein. On est toujours dans des difficultés, surtout économiques. Aussi bien on est un pays qui n'est pas trop riche avec les ressources naturelles. Notre industrie a été presque détruite pendant les périodes des conflits. On est en train de se développer, on est en train de vraiment faire des grands efforts pour cette transition qui est dire d'un côté économiquement et socialement, mais de l'autre côté aussi qui est dire pour nos gens qui sont malheureusement comme ici très souvent touchés par le manquement d'emploi, même pour ceux qui sont avec une éducation élevée. Comme au Maroc, nous avons aussi beaucoup de jeunes gens qui ont quitté le pays pour aller ailleurs chercher emploi et meilleures chances pour vivre. Comme vous l'avez dit au début de notre interview, chère madame, parfois il y a des Marocains qui ne connaissent même pas la Serbie. Parfois il y a aussi des Marocains qui vous demandent si c'est un autre pays qui ne se trouve même pas dans le continent européen. Est-ce qu'il y a une spécificité culturelle que l'ambassade actuellement au Maroc est en train de travailler dessus pour donner plus d'éclairement, d'éclaircies dans le côté culturel, social, touristique, politique au niveau de la Serbie à la population marocaine pour qu'il ait une vision assez différente de celle qu'il avait prise auparavant. Parce que comme je vous l'avais posé comme question tout à l'heure, j'ai dit est-ce que la guerre elle a été justifiée? Cette question mène à découvrir une vérité qu'un pays n'a pas été agresseur, il est devenu agresseur d'une manière ou d'une autre. C'est pour éclaircir les choses. Mais est-ce que vous avez des programmes qui visent à spécifier le rôle culturel de la Serbie, social et autres Bon, on a beaucoup de programmes, mais ça qui est très important, et vous le savez parce que vous venez de ce monde, ce sont les médias. Ici, c'est très difficile, je dois dire, bien fermé. Je fais mon mieux. J'essaie toujours d'être très correct, de n'être pas trop diplomate, pour vraiment présenter l'intérêt de la Serbie qui est tout à fait positive et très honnête envers votre pays et peuple ami du Maroc. Vous savez, entre nos deux pays, on dit souvent que les relations politiques sont très bien. Les diplomates définissent ça comme nous n'avons pas de questions ouvertes. Pourquoi? Bien sûr, parce que tous les deux pays, par une position de principe, respectent pleinement le droit international. Ça veut dire la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays internationalement reconnu. C'est le cas du Royaume du Maroc quand il s'agit d'une région de la province autonome de Kosovo et Metohija qui fait partie de la République de Serbie, qui a autoproclamé son indépendance et cette autoproclamation n'a jamais été reconnue par le Royaume du Maroc. Serbie respecte cette position de principe. De l'autre côté, notre position quand il s'agit de la question de Sahara est pareil, nous respectons pleinement la position de respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale et surtout les négociations qui se tiennent sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour chercher et trouver une solution durable, mutuellement acceptable et surtout pacifique. Quand je parle de cette nécessité de trouver des solutions pour chaque conflit, des tensions qui existent, c'est parce que j'ai vécu cette guerre. Et je sais très bien, et avec beaucoup à part d'attention, d'intérêt politique et diplomatique, d'ici, du Maroc, un pays stable, un pays sécurisé par rapport à pas mal des autres pays qui sont vos voisins de Maghreb. Je suis en train, avec beaucoup de douleur, de suivre tout ce qui se passe au Proche-Orient, tout ce qui se passe dans les autres pays amis.
en Irak, en Syrie, en Libye. Nous avons parlé tout à l'heure à propos des guerres en Yougoslavie. Est-ce que vous croyez que même ceux qui étaient des bons connaisseurs de la situation dans tous ces pays-là, qui sont des pays arabes, majoritairement musulmans, ont pu imaginer qu'un jour, les sunnites et les chiites vont se jeter dans une guerre terrible, que quelqu'un va mal user la religion de paix qui est l'islam pour se référer, pour faire la guerre contre pas seulement les populations de tous ces pays-là, mais contre toute l'humanité, même contre la civilisation. Quand vous parlez des guerres qui se sont produites chez nous en Yougoslavie, en Balkan, et quand mes collègues, surtout africains, disent on n'aimera pas une balkanisation de l'Afrique. Ma réponse est si vous aimez ou si vous n'aimez pas, ça ne changera pas grand-chose parce que vous êtes déjà balkanisé. Est-ce que vous savez quand les frontières entre les pays ont été créées au Balkan comme en Afrique, surtout au Proche-Orient, après la Première Guerre mondiale, les mêmes grandes puissances faisaient les frontières, créaient les États, sans regarder ni qui, de quelle nation, de quelle religion vit dans les pays. Même en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, même à l'école, on nous a dit, on a fait les frontières en coupant avec une règle tout droit. Pourquoi il y a autant de conflits entre différentes tribus aujourd'hui? Il y a des pays qui connaissent les problèmes de sécessionnisme. Chaque pays africain peut devenir demain victime d'un groupe de sécessionnistes, mais seulement sous une condition. Si les sécessionnistes seront soutenus par les autres puissances. Pour la guerre, il faut aussi des armes. Les mêmes schémas de destruction d'un pays, comme c'était le schéma pour la Yougoslavie, malheureusement, c'est mon opinion personnelle, je vois quand il s'agit d'un pays, Irak ou Syrie, est-ce qu'ils vont exister demain dans les mêmes frontières? Je m'en doute. Est-ce qu'il y aura un autre Kurdistan qui fait peur à la Turquie? Mais de toute façon, nous, les petits, pas forts, pas riches, devenons, comme c'était le cas en Yougoslavie et surtout en Serbie, collateral damage. C'est le plus grand défi et le plus grand, je crois, danger pour le monde aujourd'hui. Si on détruit les monuments qui existaient aussi bien dans les pays, c'était les pays arabes, Syrie, pays musulmans, et si on détruit Alep, comme malheureusement les Albanais de Kosovo détruisent les monastères médiévaux de l'empire médiéval orthodoxe serbe, et si on ne dit rien, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui va arrêter cette barbarie? Ils ont détruit Tombouctou, ils ont détruit Alep. Ils veulent pas seulement être les souverains du passé, mais d'aujourd'hui et encore pire, du futur. Pourquoi la radicalisation parmi les jeunes gens? Je sais que pas mal de Marocains sont attirés peut-être par la propagande, qui est tout à fait la propagande, qui n'a rien avec l'islam, et qu'ils rejoignent les combattants de soi-disant État islamique qu'on appelle Daesh, comme des autres, même les Européens, même les gens, je vais vous donner un exemple, les jeunes de Kosovo, d'après la population, sont les plus nombreux qui rejoignent Daesh. Pas du tout parce qu'ils sont des Albanais, non plus parce qu'ils sont des musulmans, parce que malheureusement, si vous demandez, rarement vous trouverez un jeune Albanais de Kosovo qui va vous dire un sourate de Coran. Non plus parce qu'ils sont de Kosovo,
Tout simplement parce que plus que 50% de la population est moins jeune que 30 ans, 35 ans, et plus que 70% sont au chômage. Ils n'ont pas ni l'espoir, ni l'éducation, ni le travail. Comment créer sa famille? Quelqu'un a fait promesse, quelqu'un a dit, vous serez payé. Quelqu'un a donné une idéologie qui est le pire. Et c'est idéologie qui les attire aussi, parce qu'ils n'ont plus espoir. Ils n'ont plus une cible devant eux. Ils vont partir. Est-ce qu'il va vivre ou pas vivre? Il ne réfléchit pas. Mais finalement, c'est une idéologie qui s'est créée et qui est difficile pour lutter contre. Et surtout, une idéologie ne peut pas se tuer avec les bombes qu'on voit chaque jour sur le sol et qui tuent la population. Et pourquoi d'ailleurs l'immigration? Moi, je suis très fier à mon pays et surtout au peuple de la Serbie. Si vous avez suivi avec attention les routes migratoires de Balkans, vous avez bien compris que mon pays, qui s'est toujours dans l'histoire trouvé là où ça se trouve aujourd'hui, et qui sont des routes qui lient l'Occident avec l'Orient, une mauvaise place, peut-être si on était quelque part au nord, on n'aura jamais de guerre. Mais ce pays était celle qui n'a jamais fait quoi que ce soit contre les migrants qui venaient de n'importe quel pays, surtout de Libye, de Syrie, là où il y avait des guerres. Je ne dis pas la Serbie ni les Serbes, je vous le dis, la population. Tous ceux qui vivent dans ce pays savent très bien qu'est-ce que ça veut dire être un réfugié. Personne ne parle pas, quand il s'agit de guerre en ex-Yougoslavie, que c'était la Serbie qui, pendant 10 ans, a dit recevoir, accepter 1 million de Serbes orthodoxes chrétiens qui ont été chassés de la Croatie surtout et de la Bosnie. 1 million pour un pays qui est bien pauvre, pas du tout développé. Les gens perdaient tout, les maisons, ils venaient à pied. On sait qu'est-ce que c'est un réfugié. On sait comment il faut aider tous ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas partis par leur propre volonté pour aller vivre beaucoup mieux, mais pour sauvegarder leur propre vie. On n'a jamais fermé les frontières, on n'a jamais construit un seul petit mur. On a commencé avec leur enregistrement pour qu'ils puissent se présenter demain auprès des instances internationales et demander leur statut d'asile d'après les conventions internationales dûment ratifiées par tous ces pays qui nous entourent, y compris par l'Union européenne. On a essayé de procurer transport pour tout le monde. On a donné la nourriture, le logement, même la protection médicale totale. On a été choqués. Moi, personnellement, j'étais très, très déçue quand j'ai constaté, j'ai vu que tous nos voisins, surtout les pays très démocratiques qui font déjà partie de l'Union européenne, font les murs pour se protéger, que l'Union européenne bientôt va avoir, je ne sais pas, 7e ou 8e sommet, en cherchant une réponse, que certains pays refusent des quotas. Est-ce que ce sont les valeurs? Notamment la Belgique qui avait demandé un report d'action de l'espace Schengen. Exactement, exactement. Est-ce que ce sont les valeurs qu'on nous souvent impose? Moi, qui étais toujours très fort pro-européen, très fort au niveau protection droits de l'homme et tout ça, je me demande quelles sont les leçons que la crise migratoire a données à tous ces pays qui sont souvent très critiqués pour ne pas respecter les droits de l'homme. Je ne veux pas voir l'Europe démocratique dans un état pareil. Oui, c'est une question légitime. Dans le même contexte, l'Europe vit aujourd'hui sur un état de mesures de sécurité vu les attaques et les menaces de Daesh. La Serbie a été aussi victime. 2 diplomates serbes ont été enlevés en Libye et après ont été tués dans un bombardement non justifié par
par la coalition qui attaque maintenant l'État islamique au niveau de la Libye. Que pouvez-vous dire sur ce sujet-là? Comme je vous ai dit, si quelqu'un comprend tous les malheurs des guerres, ce sont nous. Nous, en tant que les Européens, on a vraiment suivi une politique contre les guerres dans tous ces pays. Et je peux peut-être aller plus loin en disant que toutes les attaques terroristes sont inacceptables. J'ai plus de mots pour exprimer mes sentiments contre tous ces gens qui sont capables de tuer les civils, n'importe qui, mais surtout des civils, à Paris, mais aussi bien ailleurs. Il y a beaucoup des actes terroristes partout, malheureusement, aujourd'hui dans le monde. Pour moi, des victimes tuées dans un avion, des touristes russes qui quittaient l'Égypte, c'est aussi quelque chose qui est inacceptable. Mais chaque attaque à Bagdad aujourd'hui ou dans n'importe quelle ville, chaque jour en Palestine, et on doit commencer de regarder avec les mêmes yeux et de lutter contre tous les terrorismes. Et le terrorisme qui n'a jamais obtenu, même au niveau international, une définition complète, ne doit pas être seulement un acte de violence exercé par les personnalités, les hommes, les membres des groupes terroristes ou extrémistes. Vous savez, il y a aussi dans l'histoire l'extrémisme, ça qu'on a défini comme le terrorisme des États. Il faut que, surtout l'organisation de l'ONU, se réforme, devienne plus forte. Bien sûr qu'elle dépend de la volonté politique de tous les pays membres, mais que ça devienne vraiment un mécanisme contre la violence, contre les guerres et contre toutes les formes de terrorisme partout. On ne peut pas prendre côté, ça veut dire soutenir certains, parce que immédiatement vous êtes contre les autres. Et nos deux collègues, avec un très grand respect, je parle d'eux, parce qu'ils ont été tués, enlevés d'abord comme les otages, et après même tués en exerçant une mission diplomatique, une mission de paix, une mission de respect et de l'amitié. Et c'est d'autant plus que la perte de vie de nos deux collègues nous touche et devrait aussi toucher tous les autres, surtout les gens de notre profession. Oui. En ce moment même, on vous représente nos condoléances, vu que cette mort ne touche pas seulement de diplomates, mais il touche l'humanité elle-même, car tuer des vies sans motif, c'est contre l'humanité et contre la volonté de Dieu aussi. Donc c'est aussi dans la religion islamique ou chrétienne, orthodoxe ou hada, c'est la même chose. Chère madame, bientôt on célèbre la journée mondiale de la femme le 8 mars. Et comme vous le savez, nous voulons bien savoir que représente la femme serbienne, quelle est sa évolution, est-ce que la femme serbienne d'aujourd'hui, on peut dire qu'il s'est développé et il est présent dans la scène politique d'une manière plus forte qu'auparavant. Je vous laisse la réponse, cher. Bon, je dois dire qu'en tant qu'une femme, et en tant qu'une femme qui est très fière d'être femme, et qui a toujours lutté pour les droits de femmes, je peux constater que jamais on atteindra un niveau pour dire ah oui, on a réglé tous les petits et grands problèmes pour qu'une femme devienne dans la société au même niveau que les hommes. Pourquoi? Par notre propre nature. On est les mères. Et même une femme qui fait une carrière après ses études, après
cette période d'éducation, en se mariant, devient une femme, devient une mère, mais elle reste toujours la plus responsable. Femme en Serbie aujourd'hui, quand il s'agit de lois, complètement égale et protégée par toutes les lois. Femme en Serbie a toutes les chances égaux comme un homme. Aussi bien, elle est très présente dans la vie politique qu'économique. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, des femmes scientifiques, des femmes professeurs à l'université, à l'école. Il y a certaines professions même où les femmes sont la majorité écrasante, comme parmi les professeurs ou les médecins. Mais même dans un pays européen, un pays développé et bien démocratique, il y a quand même toujours une vérité qu'on ne doit même pas cacher. Une femme doit être souvent 3 fois meilleure pour devenir quelqu'une, ou pour être au même niveau d'un homme. Chère Madame l'ambassadeur, nous voulons savoir, est-ce que vous avez visité les provinces du Sud? Est-ce que vous avez été invité pour visiter ces provinces, pour voir le développement, les investissements des Marocains et ainsi les provinces du Sud d'aujourd'hui, après 41 ans? Tout d'abord, permettez-moi de commencer par quelque chose qui est très cher pour moi. 1975, j'étais étudiante, première année des études des relations internationales et droit international à la faculté de Belgrade. 1975, c'était la grande épopée du peuple marocain, la marche verte. Je me souviens vivement de ce moment-là et je me souviens quelle impression ça produit. Pendant 40 ans, aussi en tant qu'un expert pour le droit international, j'ai suivi la question, qui est question importante au niveau international du point de vue du droit international. Comme vous le savez peut-être, après la mort de Tito, l'ex-Yougoslavie avait reconnu la République arabique saoudite démocratique. Et cette reconnaissance a été retirée en 2004. Souvent, je peux voir, entendre et lire qu'il s'agit toujours d'une question de décolonisation, qu'il s'agit d'une question qui doit être tranchée par un référendum. Et de l'autre côté, j'ai avec beaucoup d'intérêt étudié la proposition qui a été introduite de la part du Royaume du Maroc et Sa Majesté Mohamed VI pour donner l'autonomie aux provinces du site marocain. Je sais que cette région, pendant 40 ans, et surtout les derniers 15 ans, ont beaucoup changé. Les sacrifices, les investissements, le développement qu'on peut voir par ses propres yeux, s'il s'agit de l'infrastructure, des autoroutes, des aéroports, des ports, ou le développement dans le secteur de l'agriculture, la production des fruits et des légumes dans les quantités extraordinaires, prouve que la meilleure solution sera une solution pacifique et durable, acceptée par tous ceux qui vivent dans cette région. Bien sûr, les Sahraouis aussi, comme les autres. Je sais que souvent on pense que la création de nouveaux pays indépendants va régler tous les problèmes. Après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, je peux vous dire, non, ce ne sont pas les petits pays qui vont résoudre ces grands problèmes. Plutôt ensemble, on va les résoudre. Je sais que la question se pose et se discute sous l'égide de l'ONU, que le Maroc fait des efforts. Je suis très en faveur qu'un recensement
ce produit parce que ce sont les demandes tout à fait légales des organisations comme l'UNHCR. Et je sais aussi que ça fera un obstacle aux nouveaux défis de sécurité et stabilité, pas seulement du Maroc, mais de toute la région de Sahel et subsaharienne. À part de tous ces groupes qui existent, des groupes extrémistes, terroristes, à part de tous les conflits qui existent, les nouveaux conflits ne sont pas vraiment au profit de personne. Je félicite Maroc pour la proposition et j'espère bien que la solution se trouvera acceptable mutuellement et que tous ces peuples vont profiter d'un développement vraiment à respecter dans la région du Sud. C'est une question qui est légitime et claire. Chère Madame l'ambassadeur, nous voulons aussi savoir, est-ce que vous avez déjà commencé à prendre des contacts au niveau de rassurer une meilleure collaboration avec le Maroc dans le niveau de lutte contre le terrorisme? Vu que le terrorisme maintenant vise plusieurs pays, le Maroc aussi est l'un des pays les plus visés par l'État islamique Daesh, notamment la cellule terroriste qui a été démantelée dernièrement par les autorités marocaines. Est-ce que la Serbie contribuait et renforce le secteur sécuritaire avec le Maroc? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je dois dire que nous respectons beaucoup l'efficacité du Maroc par rapport à la lutte contre les cellules extrémistes terroristes partout dans le monde et qui a prouvé qu'un pays comme Maroc, qui a développé ses propres capacités humaines, mais aussi au niveau technique, a des plus nouvelles technologies nécessaires et qui s'est imposé grâce à ça comme un facteur indispensable pour la sécurité des pays européens et autres dans le monde. J'ai récemment fait des analyses et j'ai écrit là-dessus à Belgrade et j'ai dit qu'un facteur souvent très oublié et pas assez souligné, c'est le facteur humain qui joue un rôle très important dans cette lutte. Votre institution de Macadam, qui n'existe presque nulle part dans le monde et que chez nous, on a une expression se mentionne avec un peu d'humour. Un espion balkanique, ça veut dire chacun va espionner, devenir un agent de service secret. Mais il ne s'agit pas de ça, c'est une institution respectée ici. Et les gens sont responsables, les citoyens prennent une partie de la responsabilité. Donc, sauf ça, vous ne pourrez être si efficace, même en ayant des gens très bien éduqués ou la technologie la plus nouvelle. Bien sûr que les autorités de mon pays ont des rapports et de la coopération avec les responsables au Maroc, surtout des services bien chargés avec ce dossier. Je sais aussi que de notre part, il y a un intérêt de développer en plus ces relations, surtout entre le ministère des Affaires intérieures. On travaille aussi ensemble dans les différentes organisations internationales, à travers Interpol et des autres, à travers des forums des organisations internationales, surtout l'ONU, où nos collègues se rencontrent, échangent des informations. Quand il s'agit des résultats vraiment extraordinaires de vos autorités, on est toujours impressionné et j'espère que le Maroc ne sera pas exposé jamais plus aux attentats terroristes. J'ai eu une triste occasion de rencontrer
la mère d'un enfant qui a été tué pendant les dernières attaques terroristes à Casablanca. Et ça m'a beaucoup touchée, mais cette femme m'a donné beaucoup de force et je félicite à cette femme parce qu'elle est maintenant la présidente d'une association contre... Exactement, exactement, exactement. Vous savez, vous avez dit que Maroc, c'est un cible de Daesh. Je le sais, et la Serbie est trop souvent dans les messages propagandistes des extrémismes terroristes de Daesh comme un pays cible. On est trop souvent même visé de nouveau par un extrémisme qui est très dangereux. Et bien sûr, nous essayons de contrôler nos frontières, de contrôler tout ce qui se passe. Il y avait certaines aussi cellules qui ont été démantelées et je vais vous dire que ce sont souvent des jeunes gens très radicalisés qui organisent les camps d'entraînement, qui organisent les préparations des gens qui veulent partir rejoindre. Et ils se souvent présentent en Serbie comme les Wahhabis. Je suis sûre que mes compatriotes de n'importe quelle religion n'accepteront jamais que leur idéologie est basée sur une religion qu'on connaît depuis toujours et qui est la religion d'islam, qui est religion de paix et de l'amitié entre les peuples. Tolérance, oui. La Serbie dispose de beaucoup d'infrastructures touristiques et nous voulons savoir est-ce qu'il y a une forte demande de visiter la Serbie par les Marocains? Il y en a, mais pas assez. Il y a deux mauvais côtés de cette médaille. Un côté, c'est que Maroc n'est pas assez présent à la public et clientèle potentielle de la Serbie et de tous les autres pays de la religion. J'espérais d'avoir la participation des représentants touristique du Maroc à la grande foire du tourisme qui s'est tenue à Belgrade et qui est une foire d'importance régionale et européenne. Malheureusement, on n'a pas réussi. De l'autre côté, je prépare mon entretien avec Monsieur le Président de l'Agence nationale de tourisme. Et je vais discuter les questions comme quoi Maroc pourrait se présenter beaucoup plus et beaucoup mieux. Malheureusement, quand on parle de l'économie, souvent les sentiments restent derrière. Malheureusement, on a perdu de destinations touristiques très populaires, traditionnellement vraiment extraordinaires quand il s'agit de chiffres des gens qui passaient ces vacances. L'Égypte et la Tunisie. Je le dis malheureusement parce que notre clientèle a perdu ces pays à cause des problèmes qui se passent. Donc, Maroc, avec une richesse énorme, avec les villes royales qui ont été toujours très intéressantes et il y avait des agences qui organisaient des sites, n'essaie pas de prendre la place des destinations, pour le moment au moins, perdues. De l'autre côté, les Marocains ne connaissent pas la Serbie. C'est un pays avec des capacités extraordinaires touristiques pour repas et les vacances, mais aussi bien pour un tourisme médical, parce que nous avons beaucoup d'espace, beaucoup de capacités médicales qui se trouvent dans les montagnes et les régions avec les lacs, avec vraiment une possibilité d'être soigné, d'avoir des traitements
locale. Il y a aussi une route qui est très, très intéressante pour beaucoup de gens, c'est la fleuve de Danube, la plus grande fleuve européen, qui traverse la Serbie et qui représente aujourd'hui aussi une attraction touristique. Chaque village en Serbie offre la possibilité de tourisme de village. Et ce sont en plus, à part une période calme avec beaucoup de bonne nourriture, la possibilité de rencontrer des gens et de devenir les amis. Mais j'espère qu'on va faire plus, que surtout dans les journaux marocains, il y aura plus des articles là-dessus. Et comme ça, on va ouvrir nos marchés touristiques de deux côtés. Malheureusement, nous n'avons pas encore de vols directs. Et c'est un très fort manquement. Royal Air Maroc devrait avoir, c'est ma suggestion modeste, un intérêt d'ouvrir une ligne vers la région. J'ai déjà parlé avec mes collègues. Bulgarie, Sofie a un fort intérêt. Bien sûr, Belgrade, mais tous les autres pays de la région, Budapest, il n'y a aucun vol direct vers là-bas. Il y a une possibilité même d'avoir des vols liés, ça veut dire si c'est Casa, Rome, Belgrade, ça sera déjà quelque chose pour le débit. Je crois que ça va être aussi au niveau économique rentable. J'ai une dernière question, chère Madame l'ambassadeur. Le roi Mohamed VI, c'est un roi jeune qui a régné sur le trône marocain en 1999, après le décès du feu Hassan II. Que voyez-vous après tous ces progrès, toutes ces réalisations du roi Mohamed VI au Maroc? Je vous ai déjà dit que je respecte énormément la famille royale, dynastie alaouite du Maroc. Je ne vous cacherai pas non plus que grâce au destin, j'ai eu la chance, l'occasion de regarder les photos de Sa Majesté Mohamed VI quand il était prince héritier, parce que mon beau-père était l'ambassadeur de l'ex-Yougoslavie 1973-1979. À cette époque-là, la Yougoslavie, au foire de Casablanca, a présenté un petit moteur qu'on a produit spécialement pour Prince héritier. Donc, le moment quand j'avais l'honneur de présenter mes lettres de créance à Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, j'étais à part d'une forte professionnelle, quand même un peu émotionnelle. Et j'ai beaucoup lu concernant la période de la reine du roi Mohamed VI. Mais vous pouvez lire sans rien conclure. J'ai constaté son engagement, j'ai constaté sa volonté, forte volonté. J'ai vu par mes propres yeux que ce pays, c'est un chantier de Tanger à Dalat. Il fait beaucoup, chaque jour et pour chacun, sans différence. C'est un roi, vous avez dit, Jean, Inch'Allah, Jean, et vivra longtemps, qui a vraiment prouvé ses paroles, si je ne me trompe pas, quand il a pris cette fonction difficile. Et quand il a dit, mon père a fait que le Maroc devient un pays au cœur de tout le monde, et moi je vais faire que le Maroc soit au cœur de chaque Marocain. Je suis une républicain. Je connais notre famille royale qui n'est pas en Serbie, République d'aujourd'hui, en fonction. Je respecte aussi la famille royale de Serbie, mais comme je viens de dire, je suis une républicaine par mes convictions propres.
Mais je respecte énormément Sa Majesté le roi Mohamed VI pour tout ce qu'il fait et comment il fait pour son pays. Je crois que les gens qui visitent ce pays de temps en temps puissent seulement remarquer des pas géants et le développement extraordinaire dans tous les domaines. Il n'y a pas longtemps, il a présidé le Conseil des ministres et les questions qui ont été tranchées, les questions qui ont été fortement préparées et décidées, c'est la façon qui prouve que vraiment un roi complètement dédié au développement de son pays et à son peuple mérite tout le respect. En plus, c'est un roi très, très respecté dans le monde. Et à part de tout ce qu'il fait pour Maroc, je veux aussi souligner comme très, très, très positive ses relations avec les pays africains et son attitude vers le continent africain. Il n'a jamais perdu l'occasion de passer la main aux pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, mais il n'a jamais raté l'occasion de s'exprimer en public au niveau international quand il s'agit des injustices héritées ou des relations non acceptables de discrimination entre les grands et les petits, comme il a fait dans ses discours en s'adressant à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'est un roi qui est reçu partout avec beaucoup de respect et qui est meilleur ambassadeur de votre pays dans le monde. Madame l'ambassadeur, c'était un interview très intéressant. Nous avons ouvert plusieurs sujets. D'après vos réponses, vous étiez très clair dans toutes les questions qui vous ont été posées. Je tiens à vous remercier pour le temps consacré à notre organisme de presse, au nom des groupes Moulahidou Média et de nos collègues. Et nous souhaitons, Inch'Allah, que le progrès et vos efforts tiendront plus en plus à renforcer les liens entre le Maroc et la Serbie. Et de notre côté, à donner une information plus exacte, comme vous l'avez expliqué et comme vous l'avez décliné dans vos réponses, qui étaient vraiment très claires à nos téléspectateurs et à nos lecteurs marocains. À très bientôt et merci. Je vous remercie à vous tout d'abord, mais aussi bien à vos collègues. Moi, j'ai toujours travaillé beaucoup avec les journalistes. J'ai toujours pensé que c'est très important, surtout quand j'ai travaillé dans les organisations internationales, d'aider, expliquer, clarifier aux collègues journalistes des questions qui sont souvent trop difficiles pour ceux qui ne sont pas plongés là-dedans. Merci beaucoup et j'espère, Inch'Allah, que vous visiterez mon pays et que vous verrez aussi sur place. On dit que les gens de chez nous sont très ouverts, que l'hospitalité est une tradition, mais c'est pareil comme au Maroc. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.